L'objet pour moi de venir chez vous, c'est d'attirer votre attention la prochaine fois que vous verrez des céramiques comme ça, que vous ayez un autre regard. Alors, le premier truc à dire sur la terre, c'est qu'en fait, il y en a trois principales. Vous avez la faïence, vous avez le grès, vous avez la porcelaine. La faïence, on s'en sert essentiellement pour faire les objets utilitaires. Les assiettes, on s'en servait, maintenant on s'en sert beaucoup moins. Mais encore, on s'en sert encore beaucoup. Donc les objets usuels du quotidien. Les assiettes, les bols, les pichets, beaucoup en faïence. Le grès, on s'en servait beaucoup aussi pour des objets utilitaires. C'est une terre qui est déjà beaucoup plus noble. Les principales caractéristiques de ces terres, c'est leur dureté et leur perméabilité. La faïence, comme je vous disais, on s'en sert beaucoup pour les objets utilitaires. Toutefois, il faut avoir en tête qu'une faïence, même cuite, même émaillée, elle restera poreuse. Vous avez certainement déjà vu, sur vos buffets, vous aviez mis un beau vase avec des belles fleurs dedans, et puis 2-3 jours après, une belle auréole sur le buffet, parce que manque de bol, l'eau avait poussé un petit peu. Au début, le vase il est bien étanche, et puis avec le temps, il fissure légèrement, et manque de chance, ça devient poreux, et on a ce genre d'incident. Émaillé par émaillé, la terre, elle est vitrifiée à cœur, et donc elle est parfaitement étanche. Donc c'est pour ça qu'on utilisait on s'en servait, comme je disais, c'est des récipients, la terre c'est plus noble, alors parfois ils étaient émaillés, des fois pas émaillés, peu importe, puisque de toute façon ils sont parfaitement étanches. La porcelaine c'est complètement à part, c'est arrivé très tard en Europe, c'était connu des Chinois, ils ont commercé avec les rois d'Europe, pendant des siècles, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui leur a barboté la technique, et on a pu en faire un petit peu en France. Et partout en Europe. Ces deux terres-là, c'est du grès. Ça, c'est de la faïence. Oui. C'est parce que je le sais. Oui. Hein? Sinon, coucou, j'ai intérêt à le savoir parce que moi, je sais que ça cuit, je vous dis, dans les 1000 degrés, c'est à 1280. Oui. Si jamais j'ai pas de porcelaine, si jamais j'avais la bonne idée de cuire de la faïence dans mon four à 1280 degrés, ça va devenir ça va goûter, ça va me bousiller mon four, purement simplement. Si vous voulez, ça fondrait. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a deux couleurs pour le grès. Moi, je croyais que le grès, c'était gris, blanc, enfin... Alors, initialement, si vous voulez, là, c'est pareil. C'est un peu pour ça que j'ai pris deux couleurs. Il y en a même, si vous voulez, naturellement, les terres peuvent avoir n'importe quelle couleur. Ah bon. En fait, la terre, c'est quoi? C'est du sédiment. C'est-à-dire que ça vient des montagnes pendant des millions d'années. C'est comme ça qu'on parle, hein, en millions d'années. Ça arrivait petit à petit, et puis les sédiments sont accumulés dans certaines régions plutôt que d'autres, et puis avec le temps, là ça fait des couches et tout le bazar, mais c'est des sédiments. Donc suivant la région traversée, etc., admettons ça c'est une terre qui est chargée en oxyde de fer, et celle-ci, il n'y a pas d'oxyde de fer. Si vous regardez bien, d'ailleurs, il y a deux teintes, en fait, j'ai mélangé. Ah oui, oui. Donc, il y a, on va dire, en principe, que ce soit la faïence ou le grès, la porcelaine, c'est toujours blanc. Mais c'est blanc. Il n'y a pas de... Ouais, non, mais... Parce que là, on voit essentiellement du gris pour la faïence ou le grès, mais on va aussi voir du rouge et on va aussi voir du noir. Beaucoup moins, mais ça existe. Mais en fait, alors c'est soit de l'oxyde de fer, comme je vous ai dit, suivant les régions traversées, ou alors tout simplement le fabricant a teinté la terre. Oui. Parce que, faut pas, là, mettons la noire, vous êtes tranquille, c'est des colorants. Quand on façonne la terre, quand elle est crue comme ça, et le moment où elle est cuite comme ça, elle va réduire en moyenne de 12 à 15%. Ma pièce, initialement, elle était 12 à 15%, un peu plus grande.
Ça perd l'humidité. Et en fait, il y a un retrait qui s'opère. Il y a un retrait qui s'opère au moment du séchage. Et puis, il y a un autre retrait qui s'opère, dans une moindre mesure, mais quand même, à l'émaillage. On la laisse sécher et on la cuit une première fois. Ça, c'est de la faïence. Je l'ai cuite une première fois. On appelle ça le biscuit ou le dégourdi. Ah, c'est ça le biscuit. Alors, il y a encore un. Si vous voulez, aussi autre chose. si c'était que ça, ce serait simple. En porcelaine, vous avez aussi le terme de biscuit, qui est utilisé par nos grands amis de Serre. Pour coller les bras de ma pièce, le petit casque, nanana, pour coller, je vais utiliser de la barbotine. La barbotine, c'est quoi? C'est de la terre ramenée à l'état de boue. Tout simplement de la terre délayée, et elle est très très liquide, et ça va me servir pour coller ma pièce. Premier exemple de la barbotine. Deuxième exemple de barbotine, on va dire que les sculptures que vous avez là-haut en plâtre, on pourrait très bien les faire en terre. Dans ce cas-là, on utiliserait des moules en 2 ou 3 parties, que l'on fermerait hermétiquement avec des gros élastiques et tout ça. Et puis par un orifice qu'on aurait aménagé, on coulerait de la barbotine. On laisserait cette barbotine quelques heures dans le moule et on retirerait nos pièces. Et c'est de ça dont vous devez parler, je pense. Et puis on aurait le début de notre pièce. Et puis il faudrait retirer tous les petits joints, tout ça. Enfin, c'est pas fini, quoi. Mais on utilise le terme de barbotine. On utilise aussi le terme de barbotine, on en parlait tout à l'heure. Il y a certains objets usuels, notamment, moi j'ai en tête les pichets en forme d'oiseaux, de coques, de trucs comme ça. On voit des fois. Hein, On appelle les jacquelines. On appelle ça de la barbotine, des barbotines. L'engobe, c'est de la barbotine, mais teintée. Alors moi, ce que j'en connais, c'est ça. C'est-à-dire que sur certaines pièces qu'on travaille, effectivement, on a travaillé notre pièce, on l'a façonnée, on a laissé sécher, enfin on laisse un petit peu sécher, on appelle ça aspect cuir, et à ce moment-là, avant de faire notre première cuisson, on va poser des engobes. Alors les engobes, c'est ce que j'en connais, hein, parce que je ne connais pas tout loin de là, c'est base blanche souvent, et on a rajouté un colorant, du rouge, du bleu, du vert, etc., etc. Et on va revenir souligner, moi le travail que je connais, à Argenteuil ils font ça, parce que moi je m'en sers pas. Admettons, on a une terre comme ça, au départ pain brûlé pour faire le sujet, et puis pour obtenir cette couleur, on va dire, je vais utiliser un engobe plutôt que ce que j'ai utilisé moi, et donc je vais faire le dessin de ça, je vais le faire à l'engobe parce que ça va bien adhérer, parce que c'est la même terre, malgré tout, donc j'aurai pas de problème d'adhésion, de collage et tout ça. Alors il y a 2 choses fondamentales à respecter, jamais de bulle d'air, jamais de bulle d'air. Oui. Et bien coller ces pièces. Si jamais vous faites une bulle d'air, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Mais quand vous allez sortir votre pièce du four, c'est là que vous allez vous en apercevoir, parce qu'elle n'est plus entière. Parce que l'air s'est dilaté, ça explose. Et si vous voulez, l'air chauffe et il se dilate et les pièces explosent. Et avant de faire quoi que ce soit, on va bien s'atterrir afin d'éliminer toutes les bulles d'air. On peut dire que quand vous voyez le boulanger faire sa pâte à pain, la pétrir, c'est un peu les mêmes gestes. Les terres, en général, on parle de terre lisse ou de terre chamottée. Terre lisse, c'est-à-dire que la terre, elle est naturelle et tout ça. Chamottée, c'est quand on va venir rajouter dans la terre comme ça, on va venir rajouter de la brisure de terre qui a déjà été cuite. On va, par exemple, on va piler des briques, on va les réduire soit en farine, soit en petits grains, soit en gros grains. Il y a 3 tailles de chamotte. Fin, moyen, gros grain.
C'est-à-dire que quand on fait un petit peu de ciment, on met du ciment normal. Quand on veut un béton un peu plus résistant, on met des cailloux dedans. Quand on veut du béton costaud de chez costaud, on va mettre des cailloux dedans et on va mettre de la ferraille. La chamotte, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que normalement, moi, cette pierre-là qui est très chamottée, c'est fait pour faire des grosses pièces. Mais moi, comme je suis rien comme tout le monde, j'ai remarqué, justement, ça m'intéresse, ce gros grain dans la terre. Si on regarde bien, j'ai lissé à certains endroits, hein, ces endroits-là c'est lissé, et puis là j'ai gratté. J'aime bien cet aspect, oui. Et puis là j'ai encore cherché un autre aspect. Faire l'émail, il y a au minimum 3 techniques. Il y a le trempage. Alors ça c'est pas compliqué, vous prenez votre pièce, vous avez une grosse bassine, vous avez l'émail. 1, 2, 3, 4, 5, terminé, l'émail est fait. Puis on pulvérise l'émail sur sa pièce. Il faut faire tourner, et donc l'émail fait, je vous dis, pour arriver à avoir un film qui couvre suffisamment, mais léger aussi. Alors, un pinceau, hein, vous connaissez le pinceau, mais on va dire que quand on fait au pinceau, c'est très, enfin pour moi c'est très long, quoi. Et pour avoir une couche qui couvre correctement, il faut passer en général 3 à 4 fois. Une fois qu'on a émaillé notre pièce, on remet au four. Donc la faïence, on a dit 1010, 1050 degrés. Ça dépend de la température que va supporter l'émail. Le grès, c'est en général 1280. Et la porcelaine, je vous dis, c'est dans les 1300, 1500. Qui coule des volcans. C'est 1000 degrés. 1000 degrés. Donc, tout ça pour vous dire que les terres, quand on les travaille, elles subissent des contraintes phénoménales. Vraiment phénoménales. Donc, le grès, déjà, beaucoup plus que la faïence. Mais c'est pour ça que des fois, vous avez des pièces qui sont plus ou moins affaissées. Et j'y reviendrai en archéologie, machin truc. Et la porcelaine, si vous voulez, moi, je le dis aussi à chaque fois, mais j'ai une admiration sans borne pour les gens qui travaillent la porcelaine. Le raku, en fait, c'est une technique qui nous vient historiquement de Chine, qui a été piquée par les Japonais, ils l'ont sublimée. Ils utilisent la technique du raku pour la cérémonie du thé. En fait, ils façonnaient un objet très grossièrement, ils le laissaient sécher un petit peu d'émail et tout ça. Première cuisson, mais vraiment à la mansarde. Et après, on faisait la cérémonie du thé, on buvait le thé et on balançait le récipient qui n'avait aucune valeur en soi. Je crois que... Voilà, si vous avez des questions... Merci beaucoup. Merci.